Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada. On se retrouve cette semaine pour les achats manga du mois, une quasi énorme intégrale, pas mal de découvertes, des suites de séries, bref, je vous laisse avec le générique et on est parti. On va inaugurer ce qu'il va y avoir dès la rentrée, donc je vais faire un petit générique exprès pour ça et tout, mais dans les achats ou les tops et flops, je ferai une sélection de la meilleure découverte du mois et de la meilleure série que j'ai lue du mois, avant les tops et flops du mois, dans les achats. Et pour la meilleure découverte de ce mois-ci, laissez-moi vous parler de Corvax Stigmata, édité par Nine Edition, qui est une toute petite maison d'édition tenue par une seule personne. Qui a bien voulu m'envoyer donc ce tome parce qu'en fait j'ai vu sur la vidéo d'Authentique et je me suis dit ça c'est du style graphique que moi j'aime. Ça c'est du truc un petit peu viscéral, alors attention aux âmes sensibles, c'est parfois un petit peu gore. Mais c'est l'histoire donc d'un sorcier qui va être frappé d'une malédiction et qui va devoir retrouver trois personnes pour se sortir de cette malédiction. Je vais pas vous en dire plus là-dessus, mais ça concerne une autre personne qu'il a connue. C'est un manga qui est chilien, je crois, à la base. La personne qui l'a dessiné est chilienne, donc Paula Andrade. Ça coûte à peu près 16 euros. C'est un format qui est un petit peu plus grand que du Lézard Noir. Et qui est... donc franchement, pour le prix, c'est pas trop cher. Enfin, pour le coup, c'est même carrément abordable. C'est super joli en termes de dessin. Et surtout, on a une histoire qui est pas du tout dans le gore, etc. On est vraiment plus sur une espèce de gestion du deuil, de la culpabilité surtout, et de plein d'autres choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça vaut, faites-vous plaisir, c'est une petite maison, faut les soutenir, c'est un one-shot en plus. Je pense que je ferai un concours à la rentrée pour faire gagner un tome. Je verrai ça avec la maison d'édition, à mes frais évidemment. Mais voilà, allez jeter un oeil vraiment à Corvax Stigmata, moi j'ai passé un excellent moment. Je vous dis, le dessin il est absolument génial, c'est entre la BD et le manga pour le dessin. Mais de la BD à la personne qui a fait The White Knight, un petit peu le Papto Comics, Sean Murphy, voilà, ça fait un peu Sean Murphy sur les bords. C'est vraiment sublime et l'histoire est vraiment très cool. Et surtout le pourquoi du comment, avec le dénouement, est un petit peu inattendu. J'avoue que je ne m'attendais pas. Je pensais que ça traitait de certaines choses, et en fait, pas du tout. Bref, c'est vraiment super, je vous conseille d'aller voir donc un peu plus loin et de vous procurer Corvax Stigmata. Le premier achat de ce mois-ci, il s'agit de Zaofan, un manga qui est totalement passé inaperçu en France. Je savais même pas que ça existait, j'ai découvert ça sur Twitter, je crois, par une personne que je regarde qui est curateur et qui adore les mangas de SF comme moi. Et il disait que c'était une de ses œuvres préférées de SF de l'année. Je me le suis acheté aujourd'hui, je l'ai vu en magasin. C'est un manga qui est réunionnais. Voilà, qui est fait par Benoît Bourget et Issa Boone. Premier tome pour l'instant, alors je crois que c'est une série qui va être finie en 3 tomes. Ça devrait pas tarder la suite à sortir. Je l'ai pas encore lu, mais en tout cas, au niveau du dessin, surtout des personnages et de l'histoire, ça a vraiment l'air d'être très inspiré de Otomo. De toute façon, comme vous pouvez le voir dans les dessins depuis tout à l'heure, ça a vraiment l'air d'être un espèce d'hommage à la période d'Otomo, juste avant Akira. Voilà, donc à voir quand je l'aurai lu. C'est édité par Des Bulles dans l'Océan. Je crois que c'est un éditeur réunionnais. Et j'en attends pas mal, mais je pense que ça va être bien. De toute façon, on en parlera dans les top et flop qui sortira logiquement la semaine prochaine si ça m'a plu ou non. On va continuer à passer avec Crunchyroll, Kaiju 8 et Chainsaw Man. Je n'ai plus besoin de les présenter. Vous verrez, ce mois-ci, c'est un mois qui est très shonen. Je crois que quasiment tout ce que j'ai acheté ensuite, c'est du shonen. Mais voilà, bon, Chainsaw Man, Kaiju 8, on rentre dans un arc qui va être absolument sublime. Moi, je continue à les lire sur Manga Plus toutes les semaines, et cet arc-là, il est démentiel, notamment au niveau des combats. C'est un sacré délire cet arc-là. Ensuite, Chainsaw Man, ça continue sur sa lancée. On comprend toujours une fois sur deux ce que l'auteur veut nous dire. Il y a toujours de super bonnes idées de découpage, de mise en relation des personnages, etc. Donc c'est toujours très cool. Et cette partie 2, j'attends de voir jusqu'où elle nous mène. Mais pour le moment, en tout cas, même avec les chapitres sur Manga Plus, ça promet du lourd. Même si, à mon humble avis, Dan Dadan reste au-dessus de ces deux séries-là pour le moment. On va passer maintenant à Glénat avec le tome 8-9 de Gundam Mars Chronicle. La suite des aventures de Erika au pays des marionnettes. Le dessin est toujours aussi spécial dans Mars Chronicle. Je pense que Kishiro s'aide énormément du numérique. Il doit avoir
des tonnes et des tonnes d'assistance qu'on reconnaît de moins en moins sa patte, je trouve, et sa patte devient de plus en plus lissée, mais ça reste un bon moment de lecture. Alors du coup on comprend toujours pas tout, parce que comme il y en a un qui sort par rang à peu près, on a du mal un peu à saisir les enjeux, les tenants et aboutissants, et comme c'est une Yoko qui est toute jeune, bah on sait pas trop où ça va, à voir. Maintenant, de toute façon depuis déjà Last Order c'était un petit peu en dents de scie. Ce Mars Chronicle, moi j'aime beaucoup le lire, mais plus parce que j'aime l'univers de Gundam que plus parce que j'aime le récit. Voilà, donc je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. C'est un peu dommage. Ensuite, chez Glénat, j'ai acheté donc du 49 au 54 et du 71 au 74 de Bleach. Alors 49-54, c'est pour avoir l'arc des Fullbring enfin en manga. Je le relis là en ce moment, vous voyez, il y a le marque-page. C'est pas aussi nul qu'à l'époque quand je l'avais lu. Maintenant que j'ai un peu plus de recul sur l'œuvre et notamment sur ses défauts, l'arc est quand même très en dessous de tout le reste de Bleach. Mais c'est pas aussi nul. Il y a ces tendances un petit peu à l'anglaise dans cet arc-là qui reviennent, notamment avec les noms anglais, parce que l'arc à Rancor, tout était en espagnol. L'arc des Quincy, tout était en allemand. Et là, tout est un petit peu à l'anglaise. C'est d'autres influences, c'est d'autres envies, peut-être au niveau des pouvoirs, au niveau des... du coup, c'est quand on sait que ça parle anglais, bon, forcément, on revoit un petit peu différemment. Mais bon, ça reste Bleach, de toute façon, il faut que je les complète, parce que il faut que je les ai. Et j'ai pris donc du 71 au 74, je vous montrerai pas d'image, parce que là, c'est la fin de Bleach, donc c'est les meilleurs combats, c'est des trucs vraiment trop stylés. Pourquoi je les prends à partir de la fin? Parce qu'en fait, j'attends de voir si je trouve pas des lots du 55 au X pour des personnes d'occasion qui auraient commencé l'arc Thousand Blood War et qui voudraient s'en séparer. Pour le moment, ça n'a pas l'air, donc en fait, je remonte petit à petit et puis j'espère trouver peut-être du 55 au 65, quelque chose comme ça à un moment donné. J'ai ensuite, ça va faire plaisir à Manga Badass. J'ai commencé à Shanojo avec les 2 premiers tomes. Une série qui m'a été recommandée très souvent, qui me fait, vu l'histoire de ces premiers tomes, me fait vraiment penser à Rainbow. Je pense que Rainbow, c'est même plus de l'inspiration de Shanojo, c'est quasiment du copier-coller, on va pas se mentir. Ce tome 1 qui se concentre plus sur la vie de Joe et sur son caractère, plus que sur la boxe. J'ai pas l'impression que ça soit un manga de boxe à 100%, je pense que la boxe n'est là que pour parler en fait de Joe et de ce qu'il va accomplir. On a un combat ou deux, de toute façon il apprend, hein, c'est le début. Le dessin fait vraiment années 70. On tend un peu vers du Tezuka, hein, très très souvent. Et je pense que le style va s'affirmer avec le temps. Mais pour le moment ça fait vraiment penser à du Tezuka. Je pense que, je crois que c'est Tetsuya Shiba, doit être un compère de Tezuka, parce que ça ressemble vraiment énormément. Je vais continuer, voilà, en même temps que les hippos au mois d'août, je vais recommencer à acheter des hippos, donc comme ça j'aurai la double lecture. J'ai ensuite le tome 2 de Ghost in the Shell, enfin. Le tome 1, ça fait depuis 2015, non, 2000... Ça fait depuis 2018-2017 que je l'ai, je crois. Je l'avais acheté, enfin on me l'avait offert quand il était sorti. J'avais jamais acheté la suite, parce que en fait je savais pas qu'il y avait une suite, et on m'avait dit que ça partait en couille. Et effectivement, je pense que la suite c'est une grosse hallucination pour avoir feuilleté un peu, voilà, il y a beaucoup de pages couleurs en fait. J'ai l'impression qu'on est dans le réseau en fait, quasiment exclusivement dans ce tome, et qu'on suit une unité d'intervention qui est dans ce réseau, à tendance un petit peu ecchi, hein, vous voyez ce que je viens de vous montrer. Les femmes sont pas très habillées, de toute façon on le sait, Masamune Shiro aime bien le ecchi, Apple Seed, etc. Donc je vais découvrir ça, et il me restera plus que... Ah oui, je vois ça là, là on est carrément dedans. Je pense que, comment il s'appelle, notre cher, la personne qui a fait Sun Kenrock au dessin, notre cher Boichi, pour son tribute, a dû s'inspirer du tome 2. Hein. C'est pour ceux qui ont lu le Ghost in the Shell tribute, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et j'ai relu le tome 1 de Ghost in the Shell, et en fait c'est trop bien. Enfin, de toute façon je savais bien que c'était trop bien, mais alors là... Encore plus. On passe à Kana, je vais pas tout vous montrer parce qu'en fait il y en a trop, mais en fait j'ai acheté jusqu'au tome 23 de Fire Force, j'ai eu les 18 premiers, je sais plus, d'occasion, et j'ai commencé à compléter la suite. Enfin je les rachète parce que je les avais je les avais revendus par manque de place, et là je les rachète vu que c'est au Kubo et que je trouve que c'est une série qui est formidable. Donc voilà, j'ai acquis enfin ces 23 premiers tomes, je les ai relus jusqu'au 21 je crois. Et donc là, faut que je relise la suite.
Mais c'est très très cool. Fire Force c'est vraiment bien. D'ailleurs je suis assez étonné du non-succès du manga en France, enfin du non-succès. Le manga se vend très bien, mais... Alors Arthur le boss quoi. Le manga se vend très bien, mais en termes de réception critique et même de ce que les gens en disent, y a très peu de retours. Les seuls retours que je vois sur Fire Force, c'est oui, comment ça s'appelle, le fan service avec Maki, non pas avec Maki, j'ai oublié, avec Tamaki et un peu trop vénère. Moi je trouve pas plus que ça, oui ça nous fait pas spécialement rire. Après il le justifie dans le tome 27 ou 28, je sais plus pourquoi est-ce qu'elle se fait service autour d'elle. Il y a un intérêt pour l'histoire, vous verrez. Mais franchement on peut passer outre, vu la qualité du récit, la qualité des dessins, et surtout, ceux qui lisent, le tome 31 qui va sortir là, parce que moi je les ai lus en illégal, enfin, je les ai lus en scan, même s'il faut pas trop le dire, parce que je les achète derrière. Mais ce tome 31 qui va sortir là, doit probablement, je me trompe pas trop en disant ça, avoir le meilleur combat de shonen que j'ai lu de ma vie. C'est une folie ce combat, en termes de planche, d'intensité, de... tout ce que vous voulez, le combat du tome 31, c'est un délire. Et franchement, j'aimerais bien que beaucoup plus de gens parlent de Fire Force, ouais, ça se vend bien. Bref, je les ai achetés. Je complète les Okubo petit à petit. J'ai trouvé les Beichi à lire. Donc Beichi qui était la première série d'Okubo, à voir ce que ça vaut. Mais bon voilà, attendez-vous de toute façon à en voir un petit peu le mois d'août, ce que je compte arriver, donc un jour à l'apparition française. Et il y a des très belles idées de mise en scène. Et c'est un shonen qui fait pas trop, qui fait shonen, mais qui est un petit peu à contre-courant de ce qui se fait dans le shonen. Voilà, je vous en dis pas trop plus, mais pour moi c'est un truc à lire. Je trouve ça très très cool, et j'ai du mal à... Je me dis, bah, c'est dommage que personne en parle plus que ça, parce que c'est un très très bon manga. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup Okubo, donc forcément, voilà quoi. On continue les cas avec Kurokawa. J'ai acheté donc le premier tome de Tsugai, parce que Hiromu Arakawa, plus pour le nom que pour le récit. Le côté fantastico-moderne du bouquin m'avait tenté à la base. Un début de récit qui est vraiment en dents de scie pour moi. C'est très bien, parce que bon après voilà, il y a aussi le pédigré de l'autrice. Mais un début de récit qui est plus explicatif sur l'univers que sur les enjeux du récit, et je trouve ça peut-être un peu dommage, parce qu'en fait c'est quelque chose, enfin le principe de l'histoire, je spoil pas le twist du tome 1, mais le principe de l'histoire est un petit peu vu, revu et désuet, et devoir réexpliquer, refaire des blagues à propos de ça, on connaît en fait, donc voilà, c'est un bon tome d'introduction, j'attends d'avoir le tome 2, et enfin les tenants aboutissants du bouquin, mais ça va être cool, ça va être cool. Ensuite, petite pause toujours Kurokawa, mais en gros j'ai eu un petit anniversaire de moi-même pendant ce mois-ci, et ma très gentille copine m'a offert les 6 tomes de Keishisho 24. Alors si vous connaissez pas Keishisho 24, c'est plus trouvable aujourd'hui. Moi c'est une série de mon enfance, et c'est... comment expliquer ? C'est une série humoristique, en fait c'est un mélange entre Nishiju et Grand Blue. Voilà. Alors moi j'aime pas l'humour de Grand Blue parce que c'est rigolo quand ils se foutent à poil, mais tous les délires d'étudiants avec l'alcool et tout, je trouve ça nul, parce qu'en fait rire de gens bourrés ça me fait pas rire. Voilà. C'est comme ça. Mais alors là pour le coup c'est le côté un petit peu tout le monde finit à poil, on sait pas trop pourquoi. Avec le côté totalement loufoque de Nishiju, en mode le mec se tape contre un mur et d'un coup il y a un tank qui sort du mur, tu sais pas d'où ça vient, et c'est extrêmement drôle. Et Keishisho, c'est que ça sur 6 tomes. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune policier qui va rentrer dans la police parce que son père est décédé et va lui laisser son insigne. Il va rentrer donc dans... en gros, ils sont attribués au quartier, il doit faire des spectacles pour les enfants sur la prévention routière. Donc c'est des espèces de mascottes. Mais... le twist, c'est qu'en fait, ils font tous partie des brigades de la mort, et en gros, c'est des mecs ultra badass qui cassent les culs des organisations, mais ils sont sous couvert de ce truc-là. Et c'est extrême. De toute façon, rien que les couvertures, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, et le manga n'a aucun sens, et c'est extrêmement drôle. En tout cas, moi, ça me fait pisser de rire. Alors, c'est de l'humour très concon, mais alors, moi, j'aime bien l'humour très concon. Hein. Et ça, c'était pour moi, voilà, c'était l'époque où Kurokawa faisait des séries humoristiques.
Donc Keshisho, le début de Yotsuba, etc. C'était à l'époque où ils aimaient bien cet humour un petit peu déjanté Kurokawa. Lovina, même c'était un petit peu barré Lovina au début, et après ils ont un peu perdu ça, je trouve. Mais voilà, je suis très très content de les avoir. Je les relis en ce moment, et alors, mais qu'est-ce que je me marre, hein. Oh, c'est débile, hein. C'est débile, mais alors c'est trop bien, hein. Moi j'aime bien les trucs débiles comme ça me fait kiffer. Et l'autre cadeau, et alors ça c'est top, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai trois, grosso modo, j'ai deux auteurs fétiches, et après j'en ai deux trois qui se bagarrent. Mes deux auteurs fétiches, c'est Tsutomu Nie et Atsushi Kaneko. Mon Nie, j'ai absolument tout ce qu'il a fait en France. Il manquerait peut-être des petits trucs japonais si je peux trouver, genre des figurines ou quoi. Kaneko par contre c'est un peu plus compliqué, mais ma copine étant très forte, elle m'a acheté le Odd Jobs. Donc c'est des artworks d'Atsushi Kaneko et du boulot qu'il a fait pour d'autres choses. Parce qu'en fait, avant d'être, en plus d'être, pardon, dans le manga, il fait des pochettes d'albums, des t-shirts. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a un style graphique très particulier et qui aime bien être dans cette culture un petit peu underground, un petit peu pop. Et voilà, on a dans ce Hot Jobs beaucoup de ses œuvres qui ont été faites en dehors du manga. Enfin, quasiment que ça, c'est que des œuvres qui ont été faites en dehors du manga. Et c'est trop bien. Enfin, le mec est trop chaud. Franchement, ça a été fait donc à la fin de Bambi. On peut voir ici voilà, des covers d'albums. C'est un bouquin qui a été fait à la fin de Bambi, donc il n'avait pas fait ses autres séries. Il avait juste fait Bambi et ses histoires courtes. Et franchement, quel plaisir à lire. Juste quel plaisir, c'est fou. Il est beaucoup trop fort. Le bouquin date de 2000, je crois, ou 2001. Donc il était assez jeune. Et c'est bourré d'illustrations, etc. Bon, je parle pas japonais, je comprends pas un mot de ce qui est marqué dedans, mais si un jour j'apprends à parler japonais, je pourrais kiffer encore plus. On reste dans la thématique de l'anniversaire avec un cadeau de mois à moi. Je me suis payé 4 tomes de chez le Lézard Noir, les deux derniers Keigo Shinzo qui me manquaient. Donc pour commencer, au l'auto-école du collège Moriyama que j'avais lu à la médiathèque, et que j'ai enfin acheté, que j'ai pu relire et qui est super, très très bien Keigo Shinzo. J'ai sorti un podcast sur Hirayasumi, donc de case en case, vous tapez de case en case sur toutes les plateformes d'écoute et vous allez trouver le podcast, où on parle un petit peu de l'auteur et de ses influences, etc. Et vraiment, c'est sa première série, c'est son premier volume en fait, publié, et déjà il avait ce truc de faire deux personnages qui sont totalement opposés, mais qui vont nouer des liens ensemble, et ce traitement de l'amitié qui est vraiment propre à Keigo Shinzo. Et pour continuer sur le traitement de l'amitié, je me suis acheté Summer of Love, donc qui est l'histoire de deux amis qui vont voir leur ville se transformer après l'éruption d'un volcan. Et on va voir un des deux amis qui est très taciturne, voilà, très, très plat, et l'autre ami qui fait la fête H24. Et les deux vont évoluer ensemble. Et c'est trop bien. À chaque fois, il met le doigt là où ça fait quelque chose. Shinzo, il est très très fort avec ça. Donc ces lectures-là, je les ai déjà lues, mais voilà, j'en reparle. Lisez Keigo Shinzo. Hirayasumi marche très bien en ce moment. Mais alors, lisez-en d'autres que Hirayasumi Mauvaise Herbe. Parce que vraiment, il a fait des œuvres fantastiques. Comme ceux-là, comme d'autres. Enfin, toutes celles qu'il a fait. Du coup, maintenant, j'ai l'intégrale de Keigo Shinzo en France. Je suis bien content. Et j'ai ensuite acheté mon premier, donc Kamimura, sachant que j'ai déjà lu Maria et le Club des Divorcés, je crois. Je vais lire cet été, donc Lorsque nous vivions ensemble, et j'ai pu lire Les Fleurs du Mal, qui avait été très fortement décrié par la Mangatech. Oui, c'est comme ça. Par la Mangatech, donc l'histoire d'un homme absolument taré qui va séquestrer des jeunes filles dans son château, faut dire ce qu'il y a, les violer, les blesser à mort, les découper, etc. et qui va jamais être inculpé. Et ça peut faire comme ça, on peut se dire c'est trash pour du trash. Alors je vais cacher les éléments marquants, mais en gros voilà, on a des trucs un petit peu dégueulasses. Je peux pas montrer d'autres planches parce que y a quand même des choses un petit peu osées, quoique en fait il n'y a pas tant de choses que ça gore, mais quand il ose, Kamimura il ose, hein. Et en fait il y a un énorme, mais alors quand je dis énorme, c'est énorme, sous-texte sur la place de la femme au Japon, notamment sur la période après-guerre et après-guerre froide, donc de 55 à 90 à peu près. Et il y a un énorme sous-texte là-dessus. Et pour le coup, je trouve que si on enlève la cruauté du personnage principal et qu'on regarde que le récit en lui-même,
C'est très 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 propre comme récit, mais la cruauté est vraiment là pour appuyer ce sous-texte de qu'est-ce que c'est que la femme au Japon durant ces périodes-là, à quoi elle servait, enfin à quoi elle servait, quel était son rôle préposé dans la société, etc. Et on voit que, et bah mine de rien, l'adage qui dit que derrière chaque homme puissant se cache une femme, ici on va en apprendre beaucoup plus sur cet adage-là. Et j'ai trouvé ça très intéressant à lire, à ne pas mettre entre toutes les mains, mais c'est pas un truc où en fait on va se dire faut lire du Kamimura avant, je pense faut déjà avoir un pied dans cet univers underground des Roguro, de choses un petit peu trash, parce qu'en fait si on commence par ce genre de récit, on va voir que le trash, on va pas voir ce qu'il y a derrière. Mais toute la portée politique est ultra intéressante. Je pense que Hideo Okazaki, du coup, qui a écrit le bouquin, avait des idées politiques un petit peu avant-gardistes, on va dire, pour l'époque. Et Kamimura a très bien réussi à dessiner ça. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je m'étais un peu arrêté sur Kamimura en mode j'aime pas plus que ça, mais là je pense que je vais en lire d'autres. Je sais pas si je les achèterai, mais en tout cas, voilà, pour moi c'était une bonne lecture, mais pas pour tout le monde. Allez, plus que 3, on termine avec donc Nobinobi Boken Shonen Mitsuru Adachi. J'ai déjà Katsu et en fait j'aime beaucoup Mitsuru Adachi dans Katsu, enfin en tout cas j'aime beaucoup Katsu et je me suis dit, vu que là les rééditions de Short Program vont peut-être sortir en boîte, va y avoir Mix, ma Mix est déjà ressorti, etc. Je me suis dit, vu que ça m'intéresse, je vais en retenter un one shot de cet auteur et si ça me plaît, dans ce cas là je passerai peut-être le pas d'acheter d'autres Mitsuru Adachi. Parce que ça se trouve c'est juste Katsu qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai pris ce petit Boken Shonen. Je sais que c'est pas ce qu'il fait d'habitude, c'est pas de la comédie romantique sportive. On est plus sur du coup du social dans celui-là. Mais si cela me plaît, je sais très bien que le reste me plaira. Donc j'ai pas encore lu, mais pareil dans les top et flop qui sortiront logiquement semaine prochaine ou semaine d'après, je vous en reparlerai de si j'ai aimé ou pas. On va continuer avec Die Dark. Enfin, la couverture bleue sert à quelque chose. Vous voyez que on a des effets en fait. Voilà, vu que c'est du bleu et du orange, ça s'annule. Hop, parce que c'est des couleurs complémentaires. Die Dark, c'est toujours aussi cool. Voilà. On est déjà au tome 5. Il n'y a toujours pas de fil rouge. Vous allez me dire, Doro et Doro, il n'y avait pas vraiment de fil rouge avant le tome 7. Ouais, c'est ça, 6-7. Après le match de baseball. Donc à voir. C'est pas la Kyo Yashida que je préfère. J'adore l'univers, etc. Le côté what the fuck, c'est vraiment un plaisir à lire. Ça se lit tout seul en plus, c'est vraiment un petit bonbon. Mais quand on sait ce qu'elle est capable de faire sur des trucs de plus grande envergure, bah on a envie qu'elle aille un peu plus loin, plus vite quoi. Voilà. À voir. En tout cas, Die Dark c'est toujours aussi bien. Et j'ai enfin acheté donc le tome 3 à 5 de Dreamland, la nouvelle édition, donc redessinée par Renaud Lemaire. On rappelle, il redessine et réécrit son manga, le redécoupe, etc. Alors, il avait dit que jusqu'au tome 12, on verrait beaucoup de différences. Enfin, en gros, que ça allait vraiment réécrire pas mal de choses, refaire le dessin, que ça allait être plus propre, etc. Mais qu'à partir du tome 13-14, ça allait être vraiment dégressif. Et il avait dit que ceux qui n'avaient pas le manga, il valait mieux commencer par attendre les 12 tomes, puis ensuite acheter la suite. Même en ancienne édition, que ça changeait moins de choses. Moi, je ferai tout dans la nouvelle. Parce que j'ai envie de redécouvrir en fait une version HD de Dreamland, et moi ça me plaît, voilà. C'est un manga qui m'a beaucoup plu à l'époque. On comprenait pas tout par moment. Je pense qu'il y avait des moments où il savait pas trop où il allait. Je pense au tome 9 à 12 à peu près, quand on s'écarte de la quête principale des héros. Mais globalement, je trouve que c'est un manga qui est... c'est un super vivier à idées. Il y a des trucs vraiment très très cool. Et très hâte d'avoir la suite et de surtout continuer à voir cette nouvelle édition. Cet achat manga est terminé. Vous l'aurez vu, il n'y a pas de coup de cœur dans cette vidéo parce que j'ai pas encore tout lu ce mois-ci. C'est assez rare que j'ai pas lu tout ce que j'ai acheté ce mois-ci. D'habitude, je lis quasiment toute une traite, mais comme vous vous en rappelez, ils sont là-haut, hein. Le Butin de l'Infini, Zetman à lire. Compliqué d'exploser tout ce que j'achète direct. Donc là, la pile à lire est un peu plus haute que d'habitude. Mais on continue tranquillou, voilà, on se fait plaisir, on lit des trucs sympas. On a pas mal de shonen ce mois-ci. J'espère que vous aurez quand même trouvé quelques... Oh, j'en ai oublié un, pardon. Common Bread, tome 2, on va parler rapidement. C'est du Tsutomunie, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est-à-dire que l'histoire principale fait comme Tsutomunie, il passe du coq à l'âne sans crier gare. On a un fil rouge qui se dessine à la fin avec une unité d'intervention.
sans trop vous spoiler. Et je pense que ça sera l'histoire en fait du tome des 2 tomes suivants, parce que c'est une série finie en 4 tomes. C'est toujours super sympa, le dessin est toujours cool, et j'aime bien l'héroïne qui est assez candide, et sa quête de trouver du curry, c'était relativement drôle, même si maintenant elle a enfin une vraie quête principale. Bref, on va finir là-dessus. Voilà, merci à tous de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous relisez pendant vos vacances, etc. Sur les top et flops, moi je parlerai aussi des lectures médiathèques, parce que j'ai quand même eu des trucs, hein, genre Beastar. C'est pas mal Beastar, c'est vraiment pas mal Beastar. J'en suis au tome 10 je crois. Je vais essayer de les continuer pendant le mois d'août. Bref, cette vidéo est encore trop longue. Si vous voulez me soutenir, il y a le code Rakuten, donc il est en description. Vous avez 10 € de réduction et moi j'ai 10 € de mon côté. Il y a une personne qui l'a fait, merci à toi, je ne sais pas qui tu es, mais voilà, je te remercie. Les personnes, donc c'était Servan qui avait gagné le concours Shot L qu'on avait fait. Et voilà. Donc je vous rappelle, Korvax Stigmata, hop, il y aura évidemment les liens en description pour aller voir le site de Nine. C'était la découverte du mois, donc je vous rappelle que vous pouvez vous le procurer et lire ce petit récit qui vous changera un petit peu de ce que vous lisez d'habitude. Voilà, merci à tous de m'avoir regardé, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, profitez bien du soleil, de vos lectures, de vos amis, de votre famille, et moi je vous dis à très vite, probablement à la rentrée ou un peu après, je verrai si j'ai pas la flemme. Ciao.